Bruno Coleman est économiste, fiscaliste, auteur et membre de l'Académie royale de Belgique. Il a été chef de cabinet de Didier Reynders lorsqu'il était à la tête des finances de l'État, directeur de la Bourse de Bruxelles, CEO de la banque privée Degroof Petercam. Mais aujourd'hui, il remet en cause ce qu'il a pratiqué pendant des années et croit en l'État. Homme de lettres et de chiffres brillants, il ne faut pas lui demander de découper un poulet, mais il ne se fera pas prier pour les déguster avec, en digestif, un bon bourbon après une longue marche. Bruno Coleman est l'invité de À travers le miroir cette semaine. Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission À travers le miroir. Alors pendant une demi-heure, on va apprendre à vous découvrir. On ne va pas trop parler économie, enfin un petit peu quand même évidemment, puisque ça fait partie de votre vie. Mais le but c'est vraiment de vous découvrir vous. Et vous savez, la petite particularité de cette émission, c'est que donc on ne se parle qu'à travers ce miroir. Et la première question, ça va être justement comment vous vous sentez là maintenant dans ce fauteuil et avec ce miroir de vous regarder? Je me sens à l'aise parce que vous m'avez invité, mais c'est vrai que ce n'est pas fréquent de se regarder à deux dans le même miroir. Donc le miroir fait partie de ma vie, de la vie de tout le monde. Ici, c'est sympathique, je trouve que c'est un bon contexte d'échange. Voilà, donc je ne suis pas intimidé, je suis plutôt bien allié avec cette technique. Et alors, votre look, est-ce que vous le travaillez? Parce qu'il y a cette écharpe rouge donc, sur la table avec laquelle vous êtes arrivé tout à l'heure. Cette écharpe rouge, on vous voit très souvent avec. C'est important pour vous? Oui, d'abord, je dois avoir un look de banquier parce que j'ai l'habitude d'avoir un costume gris, une chemise bleue et une cravate rose ou rouge. Donc ça fait partie, je pense, de mon look naturel, de l'affinité vestimentaire. Cette écharpe rouge, oui, c'est important parce qu'elle date d'il y a très longtemps. Je crois qu'elle date d'au moins il y a une trentaine d'années. Et elle m'entoure, elle me protège. C'est une sorte de doudou vestimentaire. En tout cas, elle m'a épargné beaucoup de grippe, beaucoup d'angines et permis beaucoup de sommeil, notamment dans les avions. Donc oui, elle est importante, j'y tiens énormément. Est-ce qu'elle a une autre symbolique aussi? Parce qu'il y a un autre homme qui portait tout le temps une écharpe rouge. D'ailleurs, si vous regardez sur cette table, il y a une photo, en tout cas une silhouette qui pourrait vous y faire penser? Bien sûr, c'est François Mitterrand qui portait une écharpe rouge. Alors, François Mitterrand, pour moi, c'est une fascination, comme pour De Gaulle. Et j'ai d'ailleurs, derrière mon bureau, donc quand je suis en vidéoconférence, ça se voit, une affiche de 81, Mitterrand président, qui baigne mon environnement de travail. C'est un homme mystérieux, aux côtés d'ombres extrêmement nombreux. Je pense que personne n'a pu le cerner réellement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est important. C'est le seul président français dont on se souvient du jour et du mois de l'élection présidentielle, le 10 mai 81. Et je me souviens de ce jour-là, j'allais avoir quasiment 20 ans. J'ai eu l'impression d'avoir, moi aussi, mon petit bout de mai 68, avec quelques années de retard. Et comment ça se fait? Comment vous expliquez cette fascination? Parce qu'on pourrait se dire quand même, voilà, premier président socialiste en France, avec un économiste qui prône le libéralisme, en tout cas pendant tout un temps. On reviendra évidemment sur votre parcours, mais c'est un petit peu antinomique au final. Oui, mais c'est un homme Il faisait rentrer les communistes aussi au gouvernement français. Oui, il a fait dans un premier temps, il y avait 4 ministres communistes, mais c'est un homme qui s'est inscrit dans la tradition de Blum, de Jaurès. Et puis je pense que c'est un homme qui a apporté de l'oxygène. Et en fait, il est arrivé à contre-courant parce qu'il a été élu la même année que l'année pendant laquelle Reagan a pris ses fonctions. Et donc il y a eu deux modèles assez divergents. Sa parenté socialiste n'a duré que 2 ans, finalement, jusqu'en 83, ce qu'on a appelé le redressement, ou en tout cas la fin de la période de grâce. Mais c'est un homme qui a apporté du changement, qui a apporté de la jeunesse. Et d'ailleurs, en 88, il a été réélu avec ce slogan « Génération Mitterrand », ce qui dit bien ce que ça veut dire. C'est un homme qui a changé beaucoup de choses, mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Charles de Gaulle. Donc j'ai dû lire des centaines de livres sur l'un et l'autre. Et l'histoire française, bien sûr, m'intéresse beaucoup. Très jeune, j'ai été politisé parce que j'ai eu des bons professeurs en humanité, mais surtout parce que ma mère était abonnée à l'Express. Et donc, je lisais chaque semaine des nouvelles de la France. Je m'en souviens très vivement. Donc, j'ai voulu être engagé assez rapidement dans le débat d'idées, dans le débat politique. La France, c'était un pays qui vous attirait très tôt? Oui, parce que mes arrière-grands-parents, qui étaient des immigrés américains, sont rentrés ruinés.
ayant vécu d'abord en Belgique, mais en France, dans le sud de la France, à Menton. Et j'ai passé quasiment un demi-siècle de vacances, de courtes ou de longues vacances, à Menton, qui est un endroit près de l'Italie et près de Monaco, avec des souvenirs voilà, de joie, de bienveillance et surtout d'insouciance. Et donc avec des citrons, je suppose aussi, et éventuellement un carnaval et du mimosa aussi. À Menton, il y a le carnaval des citrons et des oranges, ce qui est assez extraordinaire, effectivement. Justement, votre enfance, comment elle se passe, hein? On le sait, vos parents divorcent quand vous êtes assez jeune. C'est un élément vraiment qui va vous changer? Oui, ça m'a profondément changé. À l'époque, c'était tout à fait inhabituel. Aujourd'hui, voilà, c'est presque étonnant de ne pas avoir des parents divorcés. Mais à l'époque, c'était un ostracisme social extrêmement important. On était 2 sur un collège de 2000 étudiants à Bringaleux. Et donc, j'ai subi vraiment la vindicte, la mise à l'écart, parce qu'un enfant divorcé ne pouvait que mal tourner. Donc, c'était un peu compliqué. Et alors, j'ai compris une chose, c'est que je devais absolument m'en sortir par moi-même. Je me suis isolé et le chemin que j'ai choisi et que j'ai toujours choisi maintenant, parce qu'il a dit ma vie quotidiennement, ce sont les études, c'est la transmission de savoir. C'est pour ça que j'ai choisi d'être professeur d'université. Donc il y a eu dès le début, dès l'âge de 8 ans, la prise de conscience que je devais rassembler en moi-même quelque chose que d'autres familles pouvaient donner à leurs enfants, mais qui m'était interdit. C'était quoi? C'était pour impressionner éventuellement vos professeurs, pour se dire que vous ne méritiez pas les colibets éventuellement de la cour de récréation? Ça, c'est une bonne question. Je ne me suis pas posé la question, mais je me souviens qu'une de mes amies a demandé un jour à Jacques Attali pourquoi il avait fait tant de diplômes. Et il a eu cette réponse extraordinaire. Il a répondu pour séduire. Et je me suis demandé si finalement cette séduction du diplôme, de l'intelligence, de l'excellence, ne faisait pas, sans que je l'ai dévoilé, en tout cas sans que j'ai pu le découvrir moi-même, fait partie de ma vie. Donc il y a dû y avoir effectivement un élément de revanche, un élément de chemin de traverse, partant de l'idée que l'éducation permettait d'obtenir, en tout cas la formation, l'effort intellectuel, ce que naturellement une famille pouvait offrir. C'est un peu aussi peut-être un sentiment d'imposteur à un moment donné, ou en tout cas, oui, se donner une légitimité grâce à différents diplômes, enfin Solvay et puis le reste après aussi, les États-Unis, etc. Non, j'ai jamais été frappé par ce sentiment de l'imposture, parce que je considère que chaque victoire, comme dirait Jean-Jacques Goldman, n'est que la mienne. Et on est face à soi-même, devant des études, devant des bouquins, devant des conférences. J'ai dû écrire maintenant quasiment une petite centaine de livres, des milliers de conférences, des milliers d'articles. Et chaque fois, c'est moi face à moi-même, c'est une victoire personnelle. Donc, je n'ai pas ce sentiment d'être un imposteur. Je crois que je le serais si j'arrêtais de transmettre la connaissance, parce que là, ce serait la preuve, illustration que j'ai voulu faire autre chose que ce qu'en vérité mon être intime m'indiquait de faire. Alors l'enfance, on l'a compris, elle est marquée donc, par ce divorce, cette solitude. Forcément, ce divorce aussi, il va plonger votre mère dans une précarité financière. Votre rapport à l'argent aussi, comment il est quand vous êtes enfant? C'est quelque chose de compliqué? On en manque dans la famille? Oui, on ne roulait pas sur l'or. C'était inhérent au fait que ma mère devait éduquer 3 enfants seule avec un seul salaire et une maigre contribution de mon père. Mais ça induit chez moi une relation très ambivalente par rapport à l'argent. Autant je suis fasciné par la bourse, je dirigeais la bourse de ce pays, et donc la mécanique financière m'intéresse et ça me donne beaucoup de prospectives quand j'écris. Autant j'ai une certaine impudeur par rapport à l'argent. J'ai beaucoup de désintérêt, voire de mépris pour les personnes qui sont animées par ce qu'on appelle l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'amour de l'accumulation. Ça, je m'en empêche. Je crois que si je commençais à tomber dans le désir de l'opulence, de l'accumulation de biens, je me dénaturerais complètement. Je veux garder vraiment une certaine austérité, justement pour avoir cette envie d'écrire, pour avoir cette envie de me dire que l'avenir ne se prouve pas par la possession, mais par la transmission d'idées et de pensées. Pourtant, dans votre carrière, vous avez aidé des gens de par les différentes lois que vous avez faites ou par effectivement le système économique avec lequel vous avez travaillé, des gens à accumuler toujours de plus en plus. Là aussi, on est quand même sur quelque chose finalement de paradoxal, parce que ce n'est pas ce que vous pensez au fond de vous-même. Oui, vous avez raison. C'est un point que vous avez raison de souligner. Finalement, oui, j'ai été à la base d'innovation financière. Hein, les internationales, bien qu'on me les contesté, c'est moi qui les ai inventés en 1999, c'était publié. J'ai inventé la taxe sur les comptes titres. Je m'intéresse à la fiscalité.
Et un jour, il y a quelques années, ma fille, avec laquelle je me promenais autour du lac du Tervure, m'a dit « Mais finalement, tu rends des gens riches, plus riches dans tes activités, tu devrais un jour utiliser ton nom pour faire autre chose. » Et c'était vraiment pour moi un séisme, c'était vraiment un éclair qui m'a transpercé. Et je me suis dit qu'effectivement, vers l'âge de 60 ans, donc quelques années plus tard, j'allais commencer à m'investir dans d'autres causes. Et maintenant, j'étais le patron de la Fondation contre le cancer, j'en suis administrateur, j'étais administrateur d'Erasme, je suis le président de l'association du diabète. Donc je veux donner une partie de mon temps aux autres. Et puis il y a une autre chose, je n'ai jamais pris de droit d'auteur sur aucun article, aucun livre, parce que la connaissance pour moi n'est pas un objet marchand, c'est quelque chose qui se transmet comme un bâton de parole ou un bâton de pensée. Donc j'ai voulu vraiment, avec une grande discipline, me détacher la recherche, l'activité, on va dire, de publication, de toute relation d'argent. Est-ce que vous pourriez dire au final aujourd'hui que vous êtes un enfant de cette école qui prône aussi un peu la méritocratie quand même quelque part, et que vous devez quelque chose à l'État et à l'école publique? Oui, totalement. Totalement. Je veux rendre à l'État absolument beaucoup plus que ce que je n'ai reçu. L'État m'a donné la chance de pouvoir faire des études, d'être boursier à l'université, et donc j'ai rendu plus. C'est vrai que maintenant j'ai arrêté mes enseignements, mais après un tiers de siècle d'enseignement, on perd un peu l'envie naturelle de donner cours. J'aime bien encore faire des conférences, mais je dois tout à l'État belge. C'est pour ça que si à tout moment de ma vie je dois choisir entre l'État ou entre le secteur privé, je choisirai toujours l'État. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'un peu paradoxal, parce que donc, vous avez fait vos études d'abord à Solvay. Oui. Là, c'est pas vraiment la philosophie des gens avec qui vous étiez en cours. Mais je n'ai jamais pensé que faire Solvay, c'était des études qui étaient conçues pour faire de l'argent. En fait, Solvay, ça fait des commerçants. Et moi, ce que je voulais faire, c'était de la chimie, de la physique, de la mathématique et un peu d'économie. Et pourquoi vous n'êtes pas allé dans cette voie-là alors? Parce que je crois que mon meilleur ami de l'époque, il est toujours maintenant d'ailleurs, m'a influencé suffisamment positivement pour que j'aille faire Solvay. Et j'ai été très surpris du contenu de ces études, je les ai vécues avec indifférence d'ailleurs complète. Et à refaire les choses, j'aurais fait l'économie pure évidemment, et j'aurais sans doute choisi une carrière académique. Le fait est que voilà, j'ai fait des choix, à mon avis, un peu mal informés, un peu influencés. Et c'est pour ça qu'après j'ai voulu creuser l'aspect académique dans des études aux États-Unis, en Belgique et surtout par un doctorat. Aux États-Unis, vous êtes donc dans l'Indiana. Qu'est-ce que ça vous apporte d'un seul coup de partir finalement de Belgique et de retrouver aussi une partie de votre héritage familial, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, des grands-parents ou arrière-grands-parents qui rentrent ruinés aussi en Belgique. Donc c'était quoi pour vous? Qu'est-ce qui symbolise ce pays? Enfin, qu'est-ce qu'il symbolisait quand vous étiez jeune? La liberté, le besoin de partir, le besoin de quitter la Belgique, le besoin de quitter un environnement que je considérais comme étant trop pesant. Je voulais la liberté, je voulais partir, je voulais oublier, j'avais envie de me refaire une vie. Et l'erreur que j'ai faite finalement, c'est de rentrer. J'aurais pu rester là-bas. J'avais deux choses qui m'attendaient en Belgique, un mariage qui n'a pas tenu très longtemps et un emploi que je n'ai conservé que pendant un an. J'aurais dû rester là-bas, j'avais des possibilités académiques. J'avais envie de retrouver la liberté, l'insouciance. Et je les ai trouvées d'ailleurs. J'ai senti quand j'ai atterri à l'aéroport de l'université que je vivais un moment important dans ma vie. Il y avait un soleil merveilleux, un soleil du mois d'août. C'était en août 88, il y avait une sécheresse aux États-Unis. Je crois que c'était le 8 août 88. Il y avait beaucoup de gens qui se mariaient ce jour-là parce que c'était un jour un feu de chance. Et j'ai senti profondément l'harmonie entre la nature et moi-même quand je suis descendu de ce petit avion. Voilà, j'aurais dû rester là-bas finalement. Mais alors, je n'aurais pas eu ma fille. Vous regrettez? Non, parce que je n'aurais pas eu ma fille, par la force des choses, et c'est la personne à laquelle je tiens le plus sur Terre. Mais j'aurais certainement dû passer plus de temps aux États-Unis, certainement. Aujourd'hui, quand vous voyez les États-Unis, ce qu'ils deviennent, ce qu'en fait aussi Donald Trump, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal parce qu'on n'est jamais autant déçu par ce qu'on a aimé. Il se fait que chaque année, depuis une trentaine d'années, je passe 1 à 2 semaines, voire 3 semaines dans des universités américaines pour me former. J'étais encore dans les dernières années 3 fois, au MIT, à Wharton et à Harvard, suite de formation. Et puis j'ai écrit ce livre qui a été publié au mois de septembre, Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. Tellement j'avais été frappé par l'intuition que j'avais du drame qui était en train de se passer sous nos yeux. On est même au-delà du numérique maintenant. Tout à fait. Et en fait, ce livre est assez précurseur. Ce livre était un succès de librairie en France, en Belgique. Il avait
voilà, pressenti quelque chose, développé une intuition qui s'avère correcte. Je ne pourrais plus jamais mettre les pieds aux États-Unis parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est interdit de séjour quand on a écrit contre Donald Trump. Je n'en ai plus la moindre envie d'ailleurs. Et je suis très très inquiet pour des personnes qui vivent là-bas que je connais, qui ont fait leurs études avec moi et encore récemment à Harvard, qui se sentent maintenant piégées. Sortir des États-Unis devient compliqué, y re-rentrer quand on est un opposant à Trump est aussi une complexité. Et donc on a devant nous un phénomène qui est peut-être proche de ce qu'on a connu dans d'autres pays dans les années 30, qui est en formation. C'est extrêmement inquiétant parce que les États-Unis, ça a toujours été la porte de la liberté. Il suffit de penser à la statue de la liberté de Bartholdi, qui accueillait les immigrants à côté de Ellis Island, où bien sûr ils étaient un peu moins bien traités. Mais voilà, c'est un pays qui se ferme et c'est dramatique. Ça veut dire que le monde des empires réapparaît. Alors sur la table, il y a un livre d'un auteur, François Mauriac. Je crois que cet auteur, déjà vous en êtes fan, et qu'il a un peu aussi changé votre vie. Oui, alors François Mauriac, c'est un auteur qui est né en 1885, qui est mort en septembre 70, quelques semaines avant la mort de Charles de Gaulle. C'était un grand admiratif de Gaulle. Son œuvre m'a fasciné, je l'ai lu, c'est plutôt l'aspect romanesque qui m'a intéressé. Je l'ai tellement aimé que j'ai un exemplaire numéroté de son œuvre majeure, Thérèse et Clérou, publié en 27, dont on va fêter le centième année, que j'ai publié à compte d'auteur le chapitre 0, ce qu'on appelle la préhistoire du récit, pour imaginer ce qui avait pu se passer avant que François Mauriac ne commence ce livre. C'est mon père qui m'a fait découvrir cet auteur. Et quand un jour j'ai vidé la bibliothèque de mon père, qui était restée chez ma mère, qui s'était divorcée depuis beaucoup d'années, je me suis rendu compte qu'il avait souligné dans tous les livres de Mauriac les mêmes phrases que celles qui m'avaient ému. Et donc il y a, malgré le fait qu'on n'ait pas partagé la même éducation, un atavisme littéraire qui s'est développé. Il a créé mon style, François Mauriac. Il a influencé ma façon d'écrire, parce qu'un style c'est compliqué. Ça doit se travailler, il faut 20-30 ans, je pense, sauf quand on est un génie littéraire pour le trouver. François Mauriac m'a accompagné dans cette découverte lente de la poésie, de la richesse de la langue française, de l'émotion, de l'entrée dans un texte, de la façon d'en sortir. Mais c'est un auteur très pessimiste en même temps. Il ne laisse aucun répit aux personnages qu'il façonne. Et finalement, il n'y a que la mort ou l'abandon dans le vice ou dans la ville qu'il assimile au vice, qui sont les aboutissements de ces personnages. Et vous êtes pessimiste ? Non, je ne suis pas pessimiste. Je dois avoir une trame pessimiste, certainement, parce que je viens d'une famille de personnes qui ont été des migrants, donc il y a naturellement le sens du départ en permanence. Je suis un homme qui essaie de voir plus loin et d'exorciser par sa plume des choses négatives qui pourraient arriver. Je m'imagine un peu comme un visionnaire, peut-être au pied ancré dans le sol, peut-être trop ancré d'ailleurs, mais au regard assez long. Et si j'avais eu le courage de me mettre plus en mouvement, je me serais certainement engagé en politique très tôt dans ma vie. Ça, c'est pas trop tard encore, la politique? Non, c'est pas trop tard, parce que je pense qu'aux prochaines élections, qu'elles soient fédérales ou régionales, je vais m'investir. Le temps est venu pour moi d'avoir pu rassembler mes pensées, mes convictions, d'être surtout bien aligné avec moi-même, d'avoir cette autonomie, de ne plus devoir dépendre d'une entreprise comme emploi, et donc d'être de nouveau face à moi-même, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc vous vous présenteriez en 2029? Oui, oui, certainement. Vous savez déjà chez qui? Non, pas encore tout à fait, mais ce seront dans des partis qui ne sont pas aujourd'hui dans la majorité. Parce qu'on vous dit quand même très proche de Thomas Dermine, notamment, de Paul Magnette aussi. C'est vrai, oui, bien sûr, je suis très proche d'eux. Je suis aussi proche de Défi. J'aime bien Sophie Rony, j'aime bien François de Smet. Mais c'est vrai que j'ai une affinité qui est forte par rapport à Paul Magnette et Thomas Dermine. D'abord pour des raisons amicales, pour des raisons aussi académiques. Paul Magnette est rentré avec l'Académie royale de Belgique, avec le support de quelques personnes, dont moi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le combat qu'il porte maintenant. C'est un combat qui est compliqué aujourd'hui parce que le monde est en train de se droitifier. Mais quand je vois ce qui se passe dans le pays maintenant, j'en suis un peu inquiet. Je pense qu'on prend mal conscience du fait que des gens tombent dans la précarité, vont tomber dans la précarité, alors que le pacte que ce pays s'est signé après la guerre, ce sont nos aïeux qui l'ont fait, c'était de créer un état de solidarité. Il y a bien sûr beaucoup d'excès, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un danger, c'est de voir une partie de la population qui va décrocher complètement. Il n'y a pas que les personnes visées d'ailleurs qui vont être ciblées, mais tout leur environnement familial. Donc pour une personne exclue du chômage, pour de justes motifs ou pas, il y a des personnes autour de cet individu qui vont souffrir. Donc on est peut-être en train de créer quelque chose de grave, d'entraînement à la précarité d'une partie de la population qui aura beaucoup de mal à revenir
une situation de travail ordinaire. Alors, je vais vous montrer une photo, Bruno Coleman. Vous allez me dire ce qu'elle vous inspire, parce que dans cette vision aussi du socialisme que vous avez, il y a une personne évidemment qui vous a peut-être un peu aiguillé vers ça. Voilà. Oui, c'est Ségolène Royal. On s'est connus, oui, on s'est connus il y a quelques années. On est resté en connivence amicale. C'est une femme qui a joué un rôle très important pour moi parce qu'elle m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas. Et je n'ai aucun regret, aucun remords d'avoir traversé ce bout de vie avec elle, pas du tout. Cette photo aussi, elle est particulière, je ne l'ai pas choisie au hasard, c'est la une de Closer. Oui, oui. Qu'est-ce que ça vous a fait d'un seul coup, vous, l'homme plutôt discret, le solitaire, vous nous l'avez expliqué, de se retrouver comme ça avec une vie privée exposée à la une des tabloïds français? Ben, ça m'a fait un choc un peu désagréable parce que, d'abord, la photo n'est pas très belle, je vais être un peu sévère. On avait été dans un musée, donc on était pris par des paparazzi. Je l'ai su quand j'étais chez elle, parce qu'elle avait l'avant-veille, la veille, la presse du lendemain, que ça avait été dans la presse. J'ai appelé ma fille tout de suite, c'est la première chose que j'ai faite, parce que je voulais la préserver du choc que ça aurait pu... Elle était au courant de votre histoire avant? Bien sûr, oui. Bien sûr, elle avait rencontré Ségolène, bien sûr, mais enfin voilà, c'est différent d'être dans la presse People. Et je me souviens avoir pris 2 verres de vodka, moi qui n'aime pas beaucoup la vodka, il y avait que ça, je pense, à boire, parce que j'avais vraiment traversé ce choc émotif. Voilà, les choses sont passées, on était aussi en couverture de Paris Match, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je pense, c'était la qualité de l'échange, et surtout le fait d'avoir quelqu'un qui a travaillé aux côtés de François Mitterrand. Et donc il y a eu sans doute une attirance aussi historique par rapport au personnage qui était ce président de la République. Donc c'était vraiment aussi une connexion intellectuelle, on l'a bien compris. Bien sûr. Il y a un autre homme qui a marqué votre vie, votre carrière, c'est Didier Reynders. Vous avez été son chef de cabinet quand il s'occupait des finances de l'État belge. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes le père des intérêts notionnels. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, peut-être aujourd'hui, à cet homme, à Didier Reynders? Ben, je voudrais lui dire beaucoup de choses. Je suis sans doute son chef de cabinet qui a eu le moins d'intimité avec lui. Je crois qu'on se ressemblait trop. J'étais peut-être trop nouveau dans le secteur public pour en comprendre les codes. Ça n'a duré qu'1 an. Mais je le dirais jusqu'à mon dernier souffle, cet homme a grandi toutes les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer. Et quand vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on dit de lui, ça vous fait ressentir quoi? Ben, ça me fait mal, mais ça n'a pas écorné l'admiration que j'ai pour cet homme. J'ai eu peu de conversations intimes avec lui. C'est un homme qui se dévoilait d'ailleurs extrêmement peu. Mais les quelques moments que j'ai eus avec lui ont été des moments de partage extrêmement intenses. D'ailleurs, j'ai une photo qui était parue dans le Standard de moi en clair, de lui un peu en flouté, à la commission des finances de la Chambre. Et je pense que son père était décédé quelques jours plus tôt, il était très mélancolique. Et j'ai gardé cette photo par-delà les années parce qu'elle synthétise pour moi un moment important de ma vie. Et donc, quoi qu'il arrive maintenant, ce n'est pas important. Il a ses raisons, il a ses réalités, je ne les connais pas, personne ne les connaît sauf lui. Ce n'est pas important, c'est un homme qui a joué un rôle très important. N'oublions pas qu'il a été commissaire européen, qu'il a assuré 2 commissariats européens en même temps, ce qui est quand même une occurrence absolument unique. Donc c'est un homme qui est au-dessus des autres, et je pense qu'il doit être très déçu de la qualité, de la pauvreté du débat politique actuel. Ça, certainement, effectivement. Il paraît que vous avez un autre point commun aussi, c'est que vous avez tous les deux un peu un humour pince sans rire. Ah bon, ben voilà. Est-ce que vous diriez ça de vous? Peut-être, en tout cas j'aime bien l'humour du Monty Python et je suis un fan de Louis de Funès, en tout cas de quelques scènes cultes. Lui c'était un homme qui était extrêmement pinçant, qui prenait la mesure des femmes et des hommes extrêmement rapidement et qui avait cette façon de les fasciner. D'ailleurs avec ses mains, il prenait un problème, il donnait l'impression de caresser une boule en la retournant, comme s'il prenait un problème comme un globe, et qu'il en faisait ressortir les différentes facettes. C'est assez fascinant parce que c'est un peu hypnotique. Et donc, il hypnotisait les gens. Moi, j'ai vu des gens se décomposer devant lui, sans raison, simplement parce qu'il émanait de lui une aura qui était tout à fait extraordinaire. Alors, on m'a dit aussi que vous n'aviez aucun sens pratique, que si on vous demandait de découper un poulet, c'était juste pas possible. C'est absolument impossible.
Donc je ne sais rien faire. Je crois que le seul clou que j'ai planté, j'ai réussi à le plier. Donc c'est à ce point-là. je n'arrive pas. Et je pense malheureusement que ma fille est caractérisée par la même faiblesse, parce que quand on a essayé un jour de monter un cadre, on s'est rendu compte évidemment que tout était de travers. Donc on doit être, elle et moi, des doubles mains gauches. Voilà, c'est comme ça. C'est un handicap dans votre vie? Non, c'est pas un handicap. Vous savez, il faut être fort dans ce dans quoi on est prédisposé. Donc je préfère réfléchir et utiliser un ordinateur. Ceci étant, même quand j'écris, et Dieu sait si j'ai écrit chaque jour des dizaines, des centaines de lettres, je n'écris avec un seul doigt, je n'arrive pas à écrire à deux doigts. Donc tout va très très vite. Vous voyez. Ah oui, d'accord, donc ça va. Vous n'avez pas de crampes aux doigts? Non, ça va. Parce que vous en avez écrit beaucoup, des livres, Oui, effectivement. Ah, oui, il y en a près d'une centaine, 83 je pense. Non, plus que ça, je pense. Oui, voilà, la liste n'est pas à jour, parce que finalement, on me dit, vous écrivez plus vite que vous ne respirez. Mais par contre, que vous êtes un homme de rituel pour l'écriture. Oui. Il y a le thé qui est sur cette table. On m'a dit que vous buviez pas mal de thé quand vous écriviez. Je ne sais pas si c'est juste. Non, c'est pas vraiment du thé, mais j'en prends de temps en temps. Je dois me mettre en condition. D'abord, je dois être tout à fait isolé dans la solitude, dans un endroit qui est bien rangé. Et je commence souvent des textes importants en écoutant Time de Pink Floyd, ou bien ces différentes versions par Roger Waters. Et effectivement, je dois me mettre en abandon du quotidien pour laisser la pensée se transcender et se fabriquer dans un texte. Et effectivement, j'ai 2 livres qui vont sortir très prochainement. Un livre sur la monnaie, je crois que c'est le 10e que je rédige là-dessus, mais la monnaie est un phénomène qui relève du mythe dont on n'arrive jamais à saisir la portée. Et puis un autre livre bientôt, intéressant je pense, de dialogue avec notamment Damien Ernst. On a voulu confronter notre vision d'ingénieur et d'économiste quant au chaos, aux éléments chaotiques qui peuvent frapper le monde, le pays, le continent, la technologie. Alors moi, je ne vous avais pas pris cette chanson-là de Pink Floyd, je vous avais pris celle-ci. Ah oui, c'est Money. C'est Money, c'est l'album... c'est une chanson assez fascinante d'ailleurs, qui est celle que j'aime le moins écouter. C'est vrai? Et qui est pourtant la plus fascinante, parce que dans l'album Dark Side of the Moon qui est sorti en 73, il y a effectivement Time et Money, le temps et l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et donc c'est une chanson très ambiguë, qui parle de l'argent comme étant un symbole dont on a besoin, mais qui inspire en même temps la répugnance. Et cet album Dark Side of the Moon est quasiment biblique. Il y a des éléments de la Genèse qui sont repris dans les textes. D'ailleurs, Roger Waters vient d'en refaire une version qui s'appelle Redux, ce qui veut dire en latin le renouveau pour les 50 ans, c'est sorti il y a 2-3 ans. Et oui, Pink Floyd, autant je suis un amoureux des Beatles, autant je dois dire que Pink Floyd traverse les années. Et ces auteurs ont réussi à restructurer, à déstructurer le texte en faisant des nouveautés maintenant. Mais Money est une chanson qui est attirante et répulsive en même temps. Et alors évidemment, j'ai pris Money parce que c'est aussi la monnaie, c'est votre sujet de prédilection. Vous l'avez dit, vous avez été donc directeur de la Bourse de Bruxelles. Vous l'avez été juste un petit peu avant la crise des subprimes. Non, pendant. Mais vous avez pris vos fonctions, je veux dire, un tout petit peu avant. Vous y étiez pendant. En 2008, vous dites que ça a été un choc aussi pour vous, cette période-là, évidemment. Aujourd'hui, si je vous demande dans quoi placer mon argent, vous me diriez quoi? Écoutez, on vit des moments très compliqués, mais d'abord un mot sur la bourse. Avoir vécu un choc boursier, ça m'a transformé, parce que ça m'a rappelé que la bourse n'était qu'un symbole. Finalement, devant une action, devant une obligation, il y a le néant, il n'y a rien. C'est simplement une promesse de l'avenir. Et j'ai un souvenir très prégnant de cette période, parce que j'ai un noir, un blanc dans ma tête, je n'ai plus de souvenirs précis. Investir aujourd'hui, vous savez quoi, on vit des temps tellement dangereux que je vous dirais d'acheter un peu d'or ou bien de mettre votre argent sur carnet de dépôt. Le marché est trop fébrile maintenant avec Trump. Il paraît que vous avez conseillé à Pierre Kroll en fait, d'investir dans quelque chose qu'on comprenait. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je lui ai dit ça un jour, absolument, oui, c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Warren Buffett qui a dit il faut investir dans une société qui peut être gérée par un imbécile, parce qu'un jour, elle peut être dirigée par un imbécile. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Coleman, d'avoir participé dans cette émission à travers le miroir. Ça nous a permis de vous connaître un petit peu mieux, vous qui aimez aussi la lumière. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous êtes souvent dans les médias. Donc, merci d'avoir accepté de vous dévoiler un petit peu plus. Merci à vous.